Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Bonjour, bienvenue dans Cultura et ce matin, je suis avec Yves et Manon. Yeah! Comment allez-vous? On va bien. On va bien. On va bien. Oui, je parle pour nous deux, je sais pas pourquoi. Moi, je vais bien, personnellement. Toi, ça va comment, Manon? Oui, moi ça va bien. Trop bien. Je suis trop content parce que ce matin, on est avec une invitée spéciale qui est Manon, qui est également ma femme. Et du coup, c'était super parce que j'ai pas dû aller chercher l'invité trop loin. Elle était à côté de moi en me réveillant ce matin. Moi, j'avoue, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. Je vais être un petit peu, tu sais, celui qui tient la chandelle. Les amoureux discutent et puis moi, je regarde. Je suis c'est bien, il parle, c'est bien. C'est clair. Mais ça va, je souhaite quand même tout bonne chance à Yves parce qu'il est face à deux bobos sougariens. Un qui tend à être architecte, l'autre critique de cinéma. C'est vraiment le cliché, tu sais, le cliché. Ceux qui ne connaissent pas Lausanne, sachez qu'à Lausanne, il y a comme partout dans toutes les villes, il y a différents quartiers. Et Seb et Manon vivent dans le quartier Sougar, qui est réputé pour être un petit peu un des quartiers bobos de Lausanne. Ouais. Et ils vont bien dans le décor. Ouais. Ce qui paraît, ouais. De ce qu'on entend. Mais du coup, trop content d'être avec toi. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots ton parcours, etc. Oui, alors du coup, ce qui fait que je suis invitée aussi pour parler de cinéma, c'est que j'ai fait donc un bachelor en histoire de l'art, mais aussi surtout en histoire esthétique du cinéma à l'université de Lausanne. Ce qui ne me fait pas une critique, critique de cinéma, comme vous dites juste avant, je ne suis pas du tout critique de cinéma, je tiens à préciser. Voilà. T'as pas un blog où Non. Ouais. J'ai appris, peut-être, je sais pas, on verra. Mais oui, certes, j'ai appris plein de choses sur l'histoire du cinéma, analyser des films, c'était très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai eu besoin de changer un peu de direction dans mon parcours professionnel, donc je suis allée faire un master en études muséales à l'université de Neuchâtel. Je crois que j'avais besoin de m'orienter plus vers des institutions muséales pour vivre un peu plus concrètement ce que j'avais appris en histoire de l'art ou autre. Et donc là, depuis février, j'ai terminé mon master. Et puis, c'est cool. Puis je suis médiatrice culturelle dans un musée de céramique, le musée Ariana à Genève. Et puis, entre autres, j'ai aussi travaillé dans un festival de cinéma à Genève, le festival GIF, qui est le Geneva International Film Festival. Et puis là, j'ai fait surtout de la médiation pour les scolaires, en gros. Donc, proposer des programmes pour les scolaires, faire un dossier pédagogique pour leur expliquer comment analyser des films, enfin des petites bases un peu d'analyse ou autre. Donc, mais du coup, tu as aussi quand même vu pas mal de films. Du coup, oui, j'ai vu pas mal de films. Ouais. Non, mais même dans le cadre du festival, genre, c'était pour préparé pour les enfants et tout ça. Alors, alors c'est vrai que dans la sélection du GIF, pour trouver un film qui était adapté pour des ados, alors je tiens à préciser, on était pour des ados principalement, parce que pour les tout jeunes, en dessous de 12 ans, c'était un peu plus compliqué de trouver des choses adaptées pour eux. Même pour les ados, j'ai trouvé difficile parce que c'était quand même des films parfois avec des thématiques très en lien plus avec l'âge adulte, ou alors des fois des films un peu trop trash ou trop sombres. Ou... Voilà, donc c'était aussi... Mais oui, j'ai trouvé quand même un film. Moi, j'avais une question pour toi. Manon est là, on a compris que c'était ton épouse, que tu l'aimais fort, que c'était aussi facile parce qu'elle était à côté de toi ce matin pour venir. On parle un peu de cinéma, du coup, aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler à Cultura. Ouais, exact. Okay. Et peut-être, avant de se lancer dans le cinéma, je tenais quand même à souligner que c'est en partie grâce à Manon que Cultura existe aussi. Parce qu'il y a une année, j'ai purée, mais il y a ce truc qui me tourne dans la tête et tout. Puis j'en parlais assez souvent avec Manon. Puis un soir, elle m'a dit « Mais Seb, écoute, t'en parles tellement, maintenant, il faut que tu commences. » Ok. Et du coup, je crois le lendemain, je t'avais appelé Yves, puis en fait, faut qu'on fasse un truc là. Et du coup, voilà. Oui, voilà. Mais ouais. Mais du coup, je suis. Ouais, merci. Et du coup, du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir, toi, Manon, ce que t'as pensé un peu des derniers films qui sont sortis, et puis peut-être
3 films ou séries, parce qu'on va pas parler que de films, mais aussi de séries, vu que c'est incontournable. Oui. Enfin, quels sont, si on veut, les 3 films ou séries qui t'ont vraiment marqué cette dernière année? Je dirais que voilà, ça peut être surprenant, mais c'est une série qui s'appelle Outlander. Au début, je pense que pour certains, elle va paraître un petit peu cheesy sur certains angles, parce qu'elle est... voilà, c'est une série assez romantique. Voilà. En fait, en gros, pour raconter le plot, c'est donc l'histoire d'une infirmière qui vit au XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, je crois. Et puis, alors qu'elle essaie de renouer avec son époux, les deux ont donc été séparés pendant la guerre, ils essaient de renouer un peu, ils partent, ils s'offrent une seconde lune de miel en Écosse. Et puis, en fait, voilà qu'un soir, elle disparaît mystérieusement. Et en fait, mystérieusement, elle se retrouve dans le passé, en 1743, je crois. Donc, elle se retrouve au XVIIIe siècle, en Écosse. Au moment aussi où, entre l'Écosse et l'Angleterre, les relations sont particulièrement tendues aussi, parce que les Écossais ont été donc envahis par les Anglais à ce moment-là. Bref, donc ça c'est un peu le plot de base. Donc c'est une série à la fois historique, et puis elle va ensuite rencontrer un Écossais avec qui elle va tomber amoureuse. Enfin, voilà. Pour dire, ça paraît très cheesy le plot, mais cette série m'a quand même beaucoup intéressée parce que... non, Seb, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est super ce que tu dis. Très bien. Non, mais au-delà, en fait, c'est une série qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai trouvé... je l'avais commencé simplement par curiosité, parce que je cherchais une série un peu sans prise de tête ou autre. Et légère, en fait, voilà, légère, je voulais juste un peu m'évader. Et en fait, j'étais très surprise par le personnage féminin, en fait, par la construction du personnage féminin, qui n'est pas du tout dans les clichés. On va pas du tout chercher à la mettre en valeur parce qu'elle est belle. Alors certes, l'actrice est belle, mais on met en valeur avant tout ses qualités de connaissance dans la médecine. Parce que très vite, alors qu'elle va se retrouver au XVIIIe siècle, elle aura des connaissances supérieures, on va dire, au niveau du corps humain que la population. Et donc, elle va très vite être mise en avant pour cela. Elle va devenir une guérisseuse, comme ils appellent ça à l'époque. Et puis, elle va aussi apprendre plus à connaître aussi la médecine par les plantes et autres. Mais elle est vraiment mise en avant pour cela. Et elle n'est pas sexualisée, je trouve. Comme dans la plupart des fois, les femmes peuvent être des fois un peu... voilà, comme on voit sexualisées dans certaines séries. Là, pour le coup, elle est vraiment... oui, on met son esprit en avant. Son esprit d'intelligence. Et je trouvais que c'était... assez bien fait. Une autre série qui m'a aussi quand même marquée, mais que je sais pas si je la recommanderais à tout le monde, parce qu'elle est... faut pas... Pour un public sensible, ça peut être un peu... voilà, un petit peu choquante. C'est une série italienne qui s'appelle Anna. En fait, c'est une série qui est diffusée sur Arte, si je me trompe pas. Et puis, en fait, c'est une série qui met en avant des enfants. En fait, c'est un monde post-apocalyptique où les adultes ont été tous tués par un virus. Voilà. Alors, cette série a été bien réalisée avant l'épisode Covid-19. Et donc, voilà. À préciser. Quand même. Voilà. Et qui met en avant comment est-ce qu'en fait, un monde est gouverné seulement par des enfants, en fait, jusqu'à l'adolescence, et comment est-ce qu'un monde est construit avec juste des enfants qui doivent survivre, en fait. Et c'est une très belle série, mais elle aborde... elle est très choquante, elle est très dure, elle a des scènes très dures, mais je la recommanderais surtout pour sa photographie et l'histoire et les problèmes qu'elle soulève, en fait, les questions en fait, qu'elle soulève à travers ça. Voilà. Et je recommanderais encore, on va dire, un grand film de l'histoire du cinéma que j'ai regardé cette année et qui m'a beaucoup marqué. C'est Fanny et Alexandre de Ingmar Bergman. Donc Bergman, c'est un réalisateur suédois, cinéaste suédois qui est vraiment reconnu dans l'histoire du cinéma. Et puis Fanny et Alexandre, donc préparez-vous, c'est un film qui dure 3h20. Mais en fait, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il est... Donc il parle en fait de l'enfance, il se concentre sur un frère et une sœur, Fanny et Alexandre, qui vivent dans une famille qui aime le théâtre et qui vit en fait dans un théâtre même. Et puis tout est construit autour de l'imagination de l'enfance, aussi le lien avec la mort, parce qu'ils perdent leur père très jeune en fait. Et lui, il voit son père, le fantôme de son père un peu, mais c'est très construit de manière très douce, à la fois...
à la fois obscure et douce. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un très beau film. Qui est riche en détails et voilà. Et puis c'est assez plaisant d'entendre la langue suédoise aussi. Donc là, on a eu le droit à des recommandations de cinéphiles. Ouais, vraiment. C'est trop bien. Moi, si je les regarde, je les regarderai différemment. Ouais, vraiment. Quelques éléments. Ouais. Vraiment, ça fait trop plaisir. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir, toi, rapidement, Yves, qu'est-ce qui t'a marqué cette dernière année? Ok. Bon, déjà, à cause de ce que Manon appelait l'épisode Covid-19, je suis un peu blurry. Est-ce que c'était 2021? Est-ce que c'était 2020? Est-ce que c'était entre les deux? Mais dans cette période-là, dans ces 2 dernières années, quelques éléments qui m'ont marqué, rien à voir avec... il n'y aura pas de critique de cinéma de ma part. Mais The Last Dance, un documentaire sur le parcours de Michael Jordan avec lui dedans. Pour moi qui fais du basket, et puis voilà, c'était intéressant d'avoir sa perspective à lui. Il y a plein de choses, c'était un personnage qui était mystérieux, on était à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas toutes ces choses là, donc il y a beaucoup de dessous des affaires qui n'étaient pas connues, on voyait que les matchs puis c'est tout. Puis c'est intéressant de revoir ça, puis de le voir lui parler de ça, puis il y a 1 ou 2 moments où même il dit bon, on arrête de filmer, enfin c'est des choses qui le prennent encore lui maintenant. Ouais. Donc ça c'était assez fascinant, mais c'est sûr qu'il faut aimer le basket ou bien aimer le personnage de Jordan, mais qui a impacté bien au-delà du basket purement en parlant, on va dire. Ça c'était bien. J'ai été marqué comme tout le monde, je crois, pendant le Covid par Tiger King, pour une raison obscure et mystérieuse. C'est juste un monde que je pensais pas possible, avec ces gens qui ont des tigres et puis des éléphants dans leur jardin, et puis un univers, quoi. Ouais. C'est des personnages tellement hauts en couleur. Et c'était filmé d'une façon, c'était raconté d'une façon où, à chaque fois au milieu, je me disais, ah bon, il faut que j'arrête de regarder ça, c'est juste n'importe quoi. Mais à chaque fois, à la fin, il y avait quand même un petit élément, j'étais là, attends, quoi? Quoi? Et du coup, c'est genre des documentaires, genre portraits de quelques personnes totalement excentriques, c'est ça? Ouais, alors Tiger King, pour ceux qui connaissent pas le phénomène, c'est littéralement un gars qui s'appelle Joey Exotic qui a des tigres en fait aux États-Unis. Et puis tu entres dans l'univers de ceux qui ont ces animaux-là, ces animaux exotiques. Puis en fait, comment c'est une petite mafia, puis c'est des trucs illégaux, donc c'est tout un petit peu... où est-ce qu'ils ont eu ça ou quoi? Il y a des choses qui sont illégales, mais ils ont quand même des zoos dans leur jardin, des choses comme ça. Et puis il y a des conflits entre eux, bref, c'est vraiment surprenant. Et je crois le gars, il voulait faire un documentaire, celui qui l'a fait, il voulait faire un documentaire sur une réalité de choper des animaux. Puis dans un magasin, quelqu'un lui dit, mais tu voudrais un tigre? Et puis là, c'est interdit d'avoir un tigre. Comment on peut avoir un tigre? Puis il est introduit par ça. Puis du coup, il change son projet initial pour suivre ces personnages. Donc voilà. Et peut-être rapidement, il y en a d'autres, mais un que je recommanderais, peut-être un petit peu plus, c'est Two Distant Strangers, avec Joey Badass, pour ceux qui connaissent les rappeurs américains. Et c'est produit par Traven Free. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on a vécu avec BLM, Black Lives Matter, avec toute cette réalité de la question raciale. Et puis c'est un film qui reprend un truc assez classique de revivre encore et encore et encore une même journée. Mais là, on voit en fait un Black qui ne peut pas sortir de cette question de la violence policière et puis du regard des autres sur lui, et puis qui est dans une boucle par rapport à ça. Et il est très très court, hein, mais il fait pas mal réfléchir. À la fin, on est là, mais en fait, c'est vrai, est-ce qu'il y a des solutions à ce problème de racisme au niveau d'un système, en fait, et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Donc voilà. Trop stylé. Ouais, Trop stylé. Et toi, Seb? Moi, je crois une série qui m'a marqué, mais que je trouvais assez... En fait, ça m'a marqué parce que ça m'a surpris que j'aime ce genre de série. C'est New Girl de Elizabeth Merriweather. Et en fait, c'était toi, Manon, qui regardait ça. Alors, je regardais ça parce que, comme je disais, série légère. Il n'y a pas besoin de justifier. Il n'y a pas besoin de justifier ici. C'est une zone où on ne juge pas. Série. À la période Covid, on a besoin de réconfort. Exactement. Et en fait, ça m'a trop fait du bien. Et en fait, donc, en gros, c'est une femme qui est en coloc avec 3 gars. Et puis, ces 3 gars, ils sont hyper différents. Et moi, j'ai trop aimé juste les personnalités de ces gars. Puis je trouve que ça a amené une certaine masculinité positive aussi. Et vraiment, ça m'a assez détendu. Donc, c'était assez cool. Ok. Et un autre film que je recommanderais pas à tout le monde pour le coup, c'est Midsommar de Ari Aster. Donc c'est un film qualifié d'horreur qui se passe uniquement en plein jour, où en gros c'est des amis qui vont en Suède dans une secte
Et puis il se passe des choses là-bas. Et Excuse-moi, parce qu'il faut que tu reviennes sur ça. Parce que quand on a parlé, ça se passe en plein jour, voilà, c'est des amis qui vont. On peut comme ça aller en plein jour dans une secte. Enfin, non, alors c'est quoi dans la balade? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, on a dit que c'est une secte, aujourd'hui je sais pas trop quoi faire. Demain on ira faire du bateau. Enfin, reviens. Alors, ok, alors je précise un peu plus. Non, mais du coup, en gros, donc, ça se passe en Suède pendant le solstice d'été. Et du coup, il fait tout le temps jour dans ces régions-là en été. Et du coup, c'est un peu pour casser plusieurs codes des films d'horreur. Alors, moi, je suis pas forcément un gros fan, j'en ai pas regardé beaucoup, mais ça sort de la logique du jump scare et puis des trucs gore ou comme ça. Et là, c'est beaucoup plus une question de tension et puis finalement, quel est notre rapport à la communauté, à la nature, ou à la pression morale que peuvent exercer d'autres personnes, etc. Et puis, du coup, je trouvais ça hyper intéressant comme c'était construit, comme c'était filmé aussi. Mais je crois, voilà, si vous le commencez, arrêtez. Si c'est trop pour vous, vraiment, je recommande pas à tout le monde. Moi, je l'ai regardé en 2 fois, mais ça m'a quand même marqué et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, et puis sinon... Non, vas-y. Vas-y. Et alors sinon, Snowpiercer, la série de Josh Friedman... Donc la série, là tu parles, parce que le film, là tu parles de la série. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont sorti un film il y a une dizaine d'années, je crois. Et puis ensuite... Bong Joon-ho. Voilà. Réalisateur de Parasite, si jamais... c'est ça. Voilà, non, mais c'est important du sous. Ouais, non, merci. Et en fait, ils ont... En gros, c'est toute la société humaine qui se retrouve dans un seul train. Et c'est hyper intéressant de voir cette question de lutte des classes entre les personnes, entre les différentes populations. Et les jeux de pouvoir, de manipulation qu'il peut y avoir là derrière. Donc, un portrait de la société très caricatural, si on veut, mais que je trouve hyper intéressant. Ouais, j'ai beaucoup aimé la première saison. Ouais. Pour le coup, c'était trop gros ce qui s'est passé à la fin de la première saison. Et puis ça m'a plus de là, whatever, yeah, right. Ouais. Petit twist à la fin, un peu trop gros. Ouais, parce qu'il faut qu'on continue à regarder. Enfin, oui, bien sûr. Il faut que l'histoire continue. C'est ça, et du coup, je te rejoins, c'est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Ouais. À fond. Et moi, du coup, maintenant j'aurais une question pour toi. Qu'est-ce que le monde du cinéma dans la société? Parce que là, on en a parlé, puis tu l'as dit, en parlant de certaines séries comme, on a besoin peut-être de se divertir, des séries légères ou quoi. Puis, mais est-ce qu'il y a un autre regard qu'on peut donner du rôle du cinéma finalement par rapport à la société? Ouais, là, justement, donc, pour ça, le cinéma, déjà, je pense qu'il est représentatif aussi juste des problématiques de notre société. Enfin, il illustre aussi très souvent les questionnements de notre société, parce que les réalisateurs vont les mettre en scène, ou les réalisatrices aussi vont les mettre en scène. Et pour ça, je trouve que, juste d'un point de vue plus analytique, pour analyser pour le cinéma, c'est vraiment intéressant parce que on peut, je pense, analyser des problématiques sociétales via le cinéma, parce que c'est un format que des réalisateurs et des réalisatrices utilisent très souvent pour mettre en avant des choses peut-être qui leur parlent ou autre. Donc pour moi, je pense que le cinéma, c'est aussi une illustration de notre société ou autre. Après, bien sûr, ça dépend des types de cinéma, comme on l'entend. Il y a le cinéma d'auteur, où on va vraiment essayer aussi d'apporter peut-être un point de vue sur des choses, de soulever des questions. Voilà. Mais après, on a aussi le cinéma du divertissement qui est vraiment, on va dire, plus le cinéma populaire, qui est là vraiment pour entièrement divertir. Alors c'est vrai que c'est un cinéma dans les milieux cinéphiles qui est souvent vite parfois diabolisé, parce qu'on ne veut pas que le cinéma soit essentiellement du pur divertissement. Pourquoi ? Alors, justement, parce c'est qu'en pas fait, bon de se divertir, alors, c'est pas... justement, pour moi je trouve qu'il faut être plus nuancé. Moi, personnellement, j'aime avoir autant des films qui me questionnent, qui me heurtent et qui cherchent vraiment à aller en profondeur, mais autant des fois j'ai besoin de me divertir et de rentrer de m'évader un peu aussi. Et je pense que c'est pas mauvais que le cinéma soit aussi du divertissement de temps en temps. Après, le problème, c'est quand ça devient uniquement du divertissement, on va dire. Parce que après, on peut rentrer après vite dans les théories du cinéma du début des années 30. Il y en avait certains théoriciens qui disaient même que c'est des théoriciens beaucoup plus avec une perspective un peu plus
on va dire, communiste, aussi lutte des classes, qui disait qu'en fait, le cinéma est du pur divertissement endorme les masses, en fait. Ouais. Et ne pose pas de questions, ne font pas poser de questions les gens. Et en fait, tout Au ce même titre que la religion pour les communistes. Ah ouais, voilà, Fallait bon, plus pour dur. beaucoup de choses. Voilà. C'est Non, c'est intéressant. intéressant. En Ouais. fait, voilà, que le cinéma, jusqu'à présent, ne fait que servir un peu au travail. Donc, les personnes vont travailler toute la semaine et puis ensuite s'abrutissent devant le cinéma et s'endorment, en fait. Et rentrent dans un rythme de travail durant la semaine, ensuite, en s'étant évadés dans le cinéma. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est des grandes théories. Tu voulais ajouter quelque chose, Sam? Bah, moi, je trouve hyper intéressant dans le sens que c'est plus ou moins le seul moyen de divertissement où tu as quasiment tous les sens qui sont pris dedans. Enfin, on parle aujourd'hui du cinéma 4D, etc. Où on rajoute encore des sens, mais dans le sens où l'ouïe La et réalité puis... virtuelle aussi. Voilà, la réalité virtuelle, mais dans le sens où la vision et l'ouïe sont mobilisés, et c'est ceux qui demandent, enfin, qui permettent le plus d'attention. Et finalement, c'est incroyable comme, par rapport à d'autres médias, ça nous prend beaucoup plus, et on vit beaucoup plus d'émotions, de sensations à travers le cinéma. Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il est autant apprécié. Parce qu'en fait, on en discutait avec Seb, où je disais, mais pour le cinéma, c'est vraiment intéressant parce que c'est un art, on va dire, on peut le considérer comme un art, qui est vraiment, on va dire, consommé par tous, de tout public, de différentes classes sociales, de différents âges. Tout le monde, et au moins, a vu un film une fois dans sa vie, alors, ou elle est au cinéma. Alors que des fois, pour aller genre au musée, observer un tableau, ou alors... ou autre, c'est beaucoup plus élitiste. On aura moins de classes, de différentes personnes de tout âge qui vont aller spontanément au musée ou spontanément, je sais pas, aller voir d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression que le cinéma, ça reste très populaire. Et pour ça, je pense que c'est, comme tu dis, Seb, c'est le fait qu'il y ait ce caractère un peu immersif, en fait, où en fait, on rentre dedans, ça nous touche, ça vient vraiment chercher en fait, nos émotions. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est autant apprécié. Ouais. Aussi, après. Mais je trouve, je repense à ce que tu disais sur le vrai cinéma, ou enfin un petit peu c'est lui. Oui, alors il n'y a pas de vrai ou de faux cinéma. Moi, je suis contre ces étiquettes, vraiment. Non, mais j'entends. Puis en même temps, je me dis, c'est marrant, encore une fois, je reviens dans quelque chose que je connais le plus, le livre. Mais en fait, un livre, c'est un livre. Puis, oui, il y a des livres qui sont des livres... un roman un peu facile à lire pour s'évader, pourquoi, mais on n'est pas en train de dire que c'est pas un livre, il n'a pas le droit d'être dans une bibliothèque, non, c'est juste le but de ce livre est différent que peut-être des livres de philosophie ou des livres d'éthique ou des voilà, mais on va pas les distancer en fait les deux, on va créer des espaces. Puis je trouve intéressant d'entendre ce défi ou ce conflit que certains trouvent en disant ça c'est pas du vrai cinéma ou du quoi. Dans les livres aussi, il y a aussi les vrais littéraires qui disent mais Marc Lévy c'est pas de la littérature. Ouais. Des choses comme ça. Non, on est d'accord. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus ceux qui écrivent, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est un livre, c'est un livre. Et j'ai l'impression que c'est la même chose au cinéma, en fait. Un film, c'est un film. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que ça rejoint aussi tout le monde. Un film, c'est un film. Et puis, en fait, il y en a qui ont besoin juste de se divertir, puis qui vont regarder un film pour ça, puis d'autres qui veulent pas utiliser ça pour se divertir. Moi, la question que je leur poserais, c'est comment vous vous divertissez, vous, alors ? Parce qu'on a tous besoin de se divertir, en fait. Clair. Et puis, du coup, c'est OK si c'est pas le livre, mais qu'est-ce que vous faites ? Le film, pardon, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est ça. Puis je trouve que le cinéma est puissant, enfin, dans notre société contemporaine, plus que le livre, maintenant, peut-être de moins en moins de personnes lisent, j'ai l'impression, ou peut-être, je sais pas quelles sont les statistiques par rapport à ça. Mais le cinéma devient de plus en plus, plus puissant parce qu'il est plus consommé. Et petite anecdote, j'avais entendu sur France Culture l'autre jour qu'en fait, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais le cinéma, c'est le seul art qui demande un contrôle préalable par une commission avant d'être diffusé. Très souvent. Commission de censure. Par une commission de censure, voilà, une commission qui va réglementer, qui va ajouter un âge légal, qui va peut-être, voilà, surtout pour la question de l'âge, en fait, est-ce qu'on va le classer plus 18 ou autre, ou plus 16 ? Et c'est le seul art, en fait, qui a vraiment un contrôle de censure beaucoup plus fort, au préalable, on va dire, plus que fort, on va dire au préalable, alors que les livres ou le théâtre, enfin, le théâtre, on va dire même avant...
bien avant le 20e siècle ou autre, avait aussi des fois... le théâtre avait déjà, avant le cinéma, du coup, avait ce caractère des fois subversif ou autre, mais c'était toujours après le spectacle qu'on allait du coup censurer en fait ce qui était fait. Et aussi, c'était bien, Voilà. si on refait cette pièce, peut-être pas au moins de 18. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu, on va dire, en fait, pour finir, cette pièce, elle dérange un peu, mais il n'y a jamais au préalable. Donc c'est pour ça, je pense que c'est pas anodin de rappeler ce fait, parce que le cinéma, pour finir, parle à tout le monde et quand même est un format puissant, je pense aussi. Mais justement, moi je trouve assez fou comme c'est un format puissant justement pour raconter des histoires, pour être un reflet de la société aussi, etc. Et puis juste un outil narrativement puissant. Enfin, moi ça me faisait penser à Camus qui disait que la fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité. Et dans le sens où en fait, on va raconter une histoire pour dénoncer certaines choses. Et puis moi je pense par exemple à la technologie, au sujet de la technologie, et comme c'était beaucoup plus mis en avant dans les années 50-60 dans le cinéma. Et puis c'est, on va dire, 20-30 dernières années, où du coup là il y a presque un moment où on se retourne contre la technologie, et puis, ou plutôt la technologie qui se retourne contre nous à travers Terminator, ou bien déjà avant, ou Matrix, Runner, etc. Des années 70, ça se passe dès les années 70 surtout. C'est ça. Ouais. Et puis du coup, ça crée en fait un narratif où, ok, c'est une histoire, c'est dans un écran, c'est dans un film, mais après, quand tu retournes à ta réalité, t'es là, ah mais ok, genre, est-ce que je fais toujours confiance à mon ordinateur? Il y a toujours un peu ce truc que je trouve hyper fort que tu peux transmettre quasiment qu'à travers le cinéma. Mais ouais. Je trouve assez fascinant alors, sans aucune expertise là-dedans, moi je trouve le cinéma est très intéressant pour nous parler de la société en fait. Tout à fait. Et je trouve que des fois, alors comme on l'a fait un peu au début, de regarder c'est quoi les grandes séries, c'est quoi les grandes tendances, c'est quoi ce qui est en train de se passer, parce que je trouve que c'est finalement un écho de ce qui se passe dans la société. Et c'est vraiment intéressant de voir aussi comment les problèmes de société sont ensuite repris, et on dit quelque chose, c'est pas juste un reflet ou un écho simplement, mais c'est aussi des prises de position par rapport à certaines réalités. Et il y a tout ce cinéma aussi un peu politique, il y a aussi tout ce cinéma aussi philosophique qui est là, et que je trouve moi fascinant aussi à regarder et avoir ce regard-là au-delà du divertissement pur qui, encore une fois, des fois, n'est pas mauvais, comme on disait. Non, c'est clair. Mais justement, donc on a le cinéma qui parle de société, et c'est ce qu'on veut parler dans Cultura. Quels sont les sujets de société en lien avec le christianisme? Et, on y est. Mais cet épisode est vraiment bizarre. Il parle pas on a recommandé des films, on a pris du temps pour ça. Non, mais c'est trop bien. Et puis, mais du coup, moi j'aurais envie de poser la question, quelle est la culture des films chrétiens, d'une certaine manière? Parce que là, on sourit tous. Le cinéma chrétien. Après le cinéma politique, le cinéma Netflix, le cinéma chrétien. Non, mais je trouve en tout cas, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Là, on sourit tous, je crois aussi, en pensant à plusieurs films peut-être un peu cheesy qu'on aurait pu voir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tous ces films, peut-être vous aussi, en écoutant ce podcast, vous pensez à des films chrétiens ou qui sont labellisés comme tels. Eh ben, souvent, ils viennent des États-Unis, si ce n'est la majorité. Et vraiment, je trouve assez fou comme on est hyper influencé par ce truc où, moi je disais, ok, est-ce que, enfin je me posais la question en préparant ce podcast, est-ce que j'ai déjà entendu parler d'un film qualifié comme chrétien qui soit produit, réalisé en Europe? Et j'en avais aucun qui me venait en tête, vraiment. Je pense que c'est... tu veux... Non. Je réponds. Vas-y toi. Je sais pas si... Non, mais je disais, je pense aussi qu'on est dans des milieux évangéliques aussi, et donc forcément, on aura des films aussi... ces films américains sont très souvent liés à la culture évangélique. Donc c'est vrai qu'on va entendre parler de films évangéliques américains très facilement dans notre culture aussi
qui est lié à ça. Mais tu voulais ajouter quelque chose aussi, Yves? En fait, on peut en parler après des films européens chrétiens. Non, mais je pense que justement, même cette labellisation, alors il y a d'autres moyens, il y a d'autres ressources aussi. Aux États-Unis, c'est aussi là, alors peut-être en particulier ce qu'on appelait le blockbuster, un peu ce cinéma aussi de juste voilà, pour tout le monde, des masses et compagnie. Hollywood, c'est quand même, c'est aussi là-bas. Donc ils ont aussi beaucoup plus, aux États-Unis, pour y avoir été, pour y avoir vécu un peu, c'est assez classique de trouver quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai envie de travailler dans le cinéma ». Et quand ils disent travailler dans le cinéma, c'est pas seulement être acteur, il y a plein de... Mais moi, à l'école, je dois chercher longtemps avant de trouver quelqu'un qui m'a dit ça ici. C'est aussi moins dans notre culture, c'est ça. C'est vrai. cette dimension-là. Donc ça, c'est peut-être un élément que je voulais dire. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a des films, mais ils vont pas être labellisés comme ça. Et parce que même le but du film n'est pas le même. Il y a des films qui vont parler, par exemple, du dialogue interreligieux. Et qui sont faits en Europe. Ça, il n'y a aucun souci d'en trouver. Où tu vas trouver des protagonistes qui ont différentes religions, puis tu vas les entendre discuter, puis tu vas les entendre un peu batailler avec ces questions-là. Tu vas voir leur vie aussi. Mais le but n'est pas forcément de faire passer un message unique, mais c'est plutôt de montrer, comme on le disait avant, un peu un défi de société, une réalité de société. L'Europe, au travers de la migration, au travers des brassages culturels, se retrouve à un lieu multireligieux, où il y a différentes religions qui cohabitent. Et du coup, il y a des réalisateurs qui sont intéressés à cette question, mais ils n'en ont pas fait un film chrétien. C'est ça. Donc... Tout à fait, et c'est pas, on va dire que le but de ces films, c'est pas d'évangéliser, en fait, ou quoi que ce soit, alors que quand on voit dans les grosses productions américaines chrétiennes, il y a vraiment un but d'évangélisation aussi très précis, avec des messages très forts, des fois... Justement, parlons-en de God's Not Dead. Attends, avant de parler de ça, juste une chose avant de parler de ça, il faut aussi réaliser que c'est vraiment... Même aux États-Unis, c'est pas de tout temps qu'il y a ça. C'est très très marqué alors à mouvement évangélique américain dans les années 80, peut-être fin des années 70 on va trouver, mais pas avant en fait de ce film-là. Et il y a un but d'évangéliser, mais il y a un deuxième but qu'on oublie aussi souvent, c'est que, alors sans entrer dans les défis et puis tous les nuances théologiques, mais il y avait vraiment une peur du monde, une peur de ce qu'on appelait aujourd'hui le séculier, un peu cette différence entre... Et puis en fait, il y avait aussi une envie pour ces chrétiens-là de dire vous pouvez regarder des films, mais regardez des films avec des bons messages. Puis c'était en fait une peur de se faire avoir, une peur que le film de Hollywood justement allait faire perdre la foi à nos enfants et toutes ces choses-là. Donc c'était pas seulement pour évangéliser les gens qui n'étaient pas du milieu chrétien, mais c'était aussi pour garder les gens du milieu chrétien dans le milieu chrétien en fait. Et donc créer une sous-culture, c'est ça. Tout à fait. Et du reste, c'est pour ça que, on voit cette société de production Pureflix qui a été créée vraiment pour aller proposer que des contenus chrétiens et aller se mettre vraiment à distance d'Hollywood ou autre. Et le but n'est pas forcément d'évangéliser. Ça, je pense que c'est important, mais vraiment dans cette peur du monde, mais il y a ça pour le cinéma, mais il y a ça pour la musique. La fameuse musique chrétienne, c'était aussi ça. C'était dire, en fait, tu veux écouter du rap, mais écoute du rap chrétien. Parce qu'au moins là, on est rassuré, il n'y a pas de gros mots, et puis on va pas te perdre. Et donc, voilà, ça vient un peu de ce même milieu, de cette même période, à 80, 90. Et puis ensuite, aujourd'hui, ça continue, parce qu'il y a des courants, et puis du monde là-dedans, puis des moyens. Tout à fait. Mais du reste, par rapport à... Si vous parlez du film, un film qui nous vient souvent en tête, c'est God's Not Dead, justement. Je dirais que ce qui est flou en fait dans le message du film, c'est que personnellement moi je l'ai regardé pour justement le regarder parce que je l'avais jamais vu en fait avant ce podcast. Je me suis dit il faudrait peut-être que je regarde un des films un peu significatifs qu'on entend beaucoup parler un peu par Pureflix ou God's Not Dead. Et puis c'est vrai que le message il est flou parce que d'un côté on a l'impression qu'ils essaient quand même d'évangéliser, mais d'un autre aussi de conforter des gens dans leur foi chrétienne ou autre. Donc il y a un peu ce double message qui rend aussi la lecture un peu floue, moi j'ai trouvé, du film des fois. Mais après... tu l'as pas vu? Tu n'as pas vu God's Not Dead? Je l'ai pas vu. Non, j'ai vu quelques films chrétiens à une certaine époque, voilà, il y en a, mais alors... c'était pas forcément des grands films. Il y en a 2-3 qui m'ont quand même... Voilà, j'ai été responsable de groupes de jeunes, donc on parle aussi de faire des camps et des choses comme ça, et puis souvent c'est un peu, est-ce qu'il y a des films qu'on peut leur montrer? Puis il y a des films qui, alors, sont pas des grands films, mais qui mettaient un message intéressant. God's Not Dead, il m'a jamais intéressé, il est sorti peut-être aussi un peu plus tard. Pour moi, donc j'étais plus vraiment dans le target pour ce film-là. Et puis j'ai pas voulu me faire
j'ai pas voulu prendre le temps de le regarder. Ouais. Ouais. Alors moi, j'ai quand même pris le temps de le regarder un petit peu, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit, allez, j'ai envie de me forger mon propre avis en le regardant. Mais voilà, on va pas en parler non plus en long et en large. Mais dans mes souvenirs, en tout cas, moi, ça fait quelques temps que je l'ai regardé, mais il y avait... Enfin, pour moi, ça reflète un petit peu ce qu'on disait avant, de créer un environnement culturel qui soit safe, d'une certaine manière, où c'était ça l'intention. Et en fait, cet environnement culturel, pour moi, il est ultra présent dans le film. Et en fait, c'est presque plus ça qui est mis en avant que le message de Jésus et de la Bible. Oh, vraiment? Dans le sens, c'est rejoint notre communauté de gens vraiment sympas et souriants. Et, c'est un peu le monde des bisounours, sincèrement. Non, mais il y a quelque chose de ça, ouais. C'est très édulcoré. Et en même temps, ça peut forger un regard que je trouve, pour le coup, un peu twisté de la réalité. Complètement. Et du coup, voilà. Et au passage, qui est extrêmement clivant. On en parlait d'une intention peut-être d'évangélisation, mais qui est complètement à côté. Et en fait, les gens ne sont pas du tout convaincus à cause de trop de stéréotypes, à cause de trop de raccourcis, à cause d'un manque de complexité psychologique et narratif. Mais du coup, les gens ne sont pas touchés. Puis les gens qui regardent ces films, je dirais, si au moins il y avait une intention apologétique. Apologétique, c'est donc de donner des outils pour défendre sa foi. Si au moins il y avait ça, mais il n'y a même pas ça en fait. Je regarde ça, puis la seule chose que je me dis, c'est ok, nous on est les gentils, eux c'est les méchants, fin de l'histoire. Enfin, non, il y a pour rester dans la caricature. C'est très noir-blanc en fait. On se retrouve souvent là-dedans. C'est pour ça que les quelques films que j'ai pu voir dans cet univers-là, qui m'ont réconforté, c'était pas du tout dans ce dialogue qui n'est plus un dialogue avec l'extérieur, mais c'était plutôt la place de la prière dans la vie du chrétien, ou c'était plutôt la question de la redevabilité, un groupe d'amis, et puis comment ils ont vécu ça. Puis du coup, alors le film est cheesy, les acteurs sont pas bons, mais le message est intéressant pour moi, dans certains contextes, de dire regardez ça en fait. Et il y a des films, pour le coup, non chrétiens, ou qui ne sont pas labellisés chrétiens en tout cas, mais que j'ai trouvé fascinants dans comment ils abordaient certaines problématiques, sur lesquelles la foi chrétienne a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Tout à fait. Mais peut-être pour citer quand même, alors au sortir des milieux américains, il y a quand même des films européens qui ne sont justement pas labellisés, comme on dit, films chrétiens, parce que voilà, mais ils apportent quand même, je trouve, des réflexions sur la foi qui sont très fortes. Je pense notamment, je peux en citer quelques-uns, mais La prière de Cédric Kahn, qui est un film français et qui parle en fait d'une... Alors c'est souvent ces films dépeignent plus la foi catholique, c'est assez marrant. Du coup, en fait, ça parle en fait d'un centre... donc d'un centre catholique qui recueille des anciennes personnes toxicomanes, et comment est-ce qu'en fait ce centre leur permet de se reconstruire en fait. Et puis lui, il y a le protagoniste, c'est un jeune homme il y a des scènes assez dures, on voit qu'il est en train de faire des cures en fait, et puis que c'est vraiment pour lui physiquement difficile de se désensibiliser à la drogue, enfin voilà. Mais par la foi en fait, il rencontre quand même vraiment une sorte de soutien en fait, et puis il veut même devenir prêtre à un moment. Alors bon, après il y a une nuance à la fin pour finir, enfin je vais pas dire ce qui se passe vraiment dans le film, mais pas spoiler on va dire, mais en vrai il est vraiment ça pose des très bonnes questions. Et puis j'ai regardé aussi également un autre film qui s'appelle Ida, un film polonais de Paweł Pawlikowski, je sais pas si je prononce très bien ce nom, mais voilà. Pour dire que c'est un film qui présente une jeune femme qui a grandi dans un couvent et qui se destine à devenir sœur. Et puis en fait, elle découvre, donc ça se passe dans les années 60, enfin le film date de 2014 je crois, mais se situe dans les années 60. Et en fait, elle découvre qu'elle est juive. Enfin, en fait, voilà, c'est pour dire. Elle va rencontrer sa tante, parce qu'elle a été adoptée. Elle n'a jamais connu sa famille, qui est décédée, en fait, ensuite, dans la période de la Seconde Guerre mondiale, en Pologne. Voilà. Et donc, en fait, elle découvre qu'elle est juive. Et donc, elle a cette double identité. À la fois, elle a cette foi profondément catholique, et elle se destine vraiment à être sœur. Et en même temps, elle se retrouve confrontée à cette identité de juive aussi. Wow. Et ce passé. C'est ouf. Et en même temps, elle sort du couvent, donc pour rencontrer sa tante, et elle découvre un peu le monde, elle rencontre un garçon. Enfin, il y a toutes ces questions un peu, mais qui sont apportées d'une manière tellement douce, respectueuse et nuancée, je dirais aussi. C'est très nuancé.
mais c'est pas du tout outrant. Ouais. En vrai, la foi, c'est très respectueux comme c'est abordé, et j'ai trouvé ça magnifique. Et puis la photographie du film et tout le cadrage et autres. Oui, Pour ce dire, qu'on regarde tous. au niveau de la forme, non, mais au niveau de la forme, je trouve appréciable de voir un film qui aborde la foi chrétienne avec une forme aussi qui vient Esthétique, soutenir et une forme esthétique qui est vraiment belle en fait. Ouais, c'est trop ouais. bien. Ouais. C'est trop, trop bien. Ouais, mais moi, ça me pose aussi les questions. Enfin, tout ça, tous ces films, je trouve hyper intéressant. Puis du coup, je réfléchissais aussi à comment j'abordais les films en étant plus jeune. Et puis, comment nous, quand les films, par exemple, d'Harry Potter sont sortis. Ouais. Parlons-en. Avant les films, il y a les livres qui sont sortis Oui, quand même, c'est qui ont juste déjà créé une polémique. C'était déjà un problème. Ouais. Qui C'est était clair. déjà un problème de base, et je pense que quand les films sont sortis, ça a été encore plus. Et voilà, il y a quand même une génération d'enfants chrétiens qui n'ont pas eu le droit de lire ou de regarder C'est Harry ça. Potter. Puis du coup, moi, j'ai découvert les Harry Potter avec toi. Pas que j'ai été interdit jusqu'à ce qu'on se rencontre, mais Ok. Attention. Une interdiction qui a duré. jusqu'à 23 ans. Non. Tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux, tu peux voyager. Mais mon fils, J'ai tu ne regarderas pas Harry Potter. Alright, Voilà. alright. J'ai Non, mais- corrompu mon futur mari. Sans regarder Harry Potter. Non, mais Oui. du coup, je les ai découverts avec toi et moi, je trouvais hyper intéressant. J'ai aussi lu, je crois, les 3 premiers, 2-3 premiers, un truc comme ça. Et je disais, waouh, en fait, il y a plein de valeurs dedans qui sont hyper intéressantes et que je trouvais hyper constructives. Je suis là, ok, il y a ce truc de la sorcellerie, de la magie, etc. On peut en discuter, mais je trouve qu'il y avait vraiment cette idée sur l'ensemble des films, enfin sur l'ensemble de la saga, de la fidélité, du sacrifice, de l'engagement, De de l'amitié. l'amour, de l'amitié, exactement, toutes les choses. Je suis là, mais waouh, Oui. c'est tellement profond, c'est tellement deep, tu sais. Et la notion du sacrifice et de l'amour, du fait que la mère d'Harry se sacrifie pour lui par amour, et en fait c'est l'amour de sa mère qui le protège. Et je trouve ça, il y a une dimension un peu christique comme ça qui est très forte en fait. Mais après, voilà, j'utilise un peu des grands mots, on va dire, mais je vois Yves hausser les sourcils. Non, mais en fait, c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il y a certaines je vais dire ça comme ça, puis je suis pas un expert, donc tu me reprends si c'est des outils narratifs. Il y a des choses qu'on trouve en fait dans la Bible, et puis qu'on voit ensuite, mais tout le temps, partout, parce que je crois que pour moi, c'est en tout cas Bien sûr. un des marqueurs du divin en nous. On est sensible à ces notions-là. Il n'y a pas de plus beau grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et je veux dire, au passage, si on étudie avant les grands récits qui ont fondé les grandes visions du monde, il n'y avait pas forcément cette notion-là. Il y avait des notions de sacrifice, mais pas forcément cette notion d'un Dieu qui se sacrifie, pas forcément cette notion du sacrifice ultime pour l'ensemble, et surtout pas le sacrifice pour ses ennemis. Donc ça, c'est quand même très très biblique. Et en fait, c'est quelque chose que tu vas voir encore et encore et encore et encore, dans beaucoup de films. Tout à fait. Le C'est principe... notre culture judéo-chrétienne en fait aussi. C'est ça. Ouais. Le principe du fils prodigue, la parabole célèbre que Jésus utilise d'un fils qui part, qui revient, le père qui l'accueille, toutes ces choses-là. C'est des choses que tu retrouves tellement en fait dans les films et que je trouve fascinant en fait, parce que ça vient résonner avec des choses qu'on a en nous, des désirs qu'on a en nous, de sens, d'amitié, de loyauté, de fidélité, et c'est des choses qui sont profondément présentes. C'est pour ça que je sais les sourcils, c'était pas... Cette notion-là, elle est tellement, tellement présente. C'est sûr. Mais je trouve intéressant peut-être par rapport à ça, on a parlé de la question du cinéma chrétien, parler un petit peu de comment est-ce que les chrétiens se positionnent justement face à certains films, certains récits. Harry Potter, c'est un très bon exemple qui a fait polémique, il y a eu des manifestations ou quoi. Peut-être plus récemment, plus proche de nous, Game of Thrones, clairement aussi beaucoup de positionnement par rapport à ça. Il y a eu, plus local, il y a eu des positionnements contre la vie de JC, qui est une web-série, la nouvelle web-série avec Vincent Veillon, Yann Marguet et compagnie. Et il y a des personnes qui sont allées manifester contre cette série en disant qu'elle était injurieuse. Alors, je ne l'ai pas vue, je n'en sais rien, mais... Pas vu non plus, voilà. j'ai entendu parler du plot, voilà. Mais, faut dire. Mais avant ça... Un petit peu dans la même idée, toute la troupe des Monty Python avait fait aussi David Bryan. Tout à fait, oui, ça aussi, ça avait... Donc, qui avait aussi créé toute une polémique ou quoi. Donc il y a ces films-là.
peut-être moi je te poserai cette question comme ça un petit peu. Est-ce qu'il y a des films interdits pour les chrétiens? Ah là là, cette question. Moi, j'ai pas envie de dire qu'il y a des films interdits. Je pense qu'il faut aussi qu'on le fasse avec notre sensibilité. Il y a des personnes chrétiennes qui vont pouvoir regarder certains films peut-être jugés polémiques sans pour autant être heurtés dans leur foi. Et en ayant une certaine distance peut-être sur les blagues ou sans être heurtés plus profondément, et puis qui vont réussir à mettre de la distance et qui vont peut-être même apprécier le film sur certains points. Et je pense que tant que tu es ok et que tu ne sens que ça va pas au fond venir te rejoindre et te déranger au fond de tes tripes non plus, je pense que c'est ok de regarder ces films. Je pense pas qu'il y ait vraiment de films vraiment interdits et tout ça. Donc il faut vraiment faire en fonction de notre sensibilité. Okay. Ouais. Et puis je pense aussi qu'il faut quand même oser des fois regarder ces films interdits, parce que des fois, je provoque un petit peu peut-être en disant ça, mais des fois ils viennent juste questionner un peu certaines choses de la foi chrétienne. Peut-être que c'est des fois une vision plus séculière, mais on voit du coup cette vision-là, et puis on peut comprendre un peu qu'est-ce qui les fait réagir dans la foi chrétienne, de quoi ils se moquent, pourquoi est-ce qu'ils se moquent. Et ça peut juste nous poser des questions à nous-mêmes. Ok, alors pourquoi en fait ils voient ça, et pourquoi est-ce qu'ils critiquent cela. Et moi je trouve du coup intéressant, en ayant un regard critique sur ces films, je pense qu'il faut oser des fois aller regarder ça. Enfin, je réfléchissais en même temps que tu parlais à comment est-ce que peut-être je me positionne ou comme ça. Je crois un peu ce que je me dis ces derniers temps, c'est plutôt ok, dans quel mood est-ce que je suis, et puis finalement, quel fruit est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me détendre et puis du coup, je m'en sortirai mieux après, ou au contraire, est-ce que ça va me crisper? Et puis ensuite, peut-être je serai énervé, ou alors je serai cynique aussi, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de films qui rendent juste cynique en fait sur la réalité du monde. Et puis moi, je suis là, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir un regard cynique sur le monde. Mais en même temps, j'ai envie aussi de comprendre comment est-ce que l'environnement, etc., est perçu par d'autres personnes. Et du coup, je crois que ça dépend un petit peu du mood aussi par rapport à ça. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire en fonction de sa sensibilité, en fait. Vraiment, il faut se respecter. Si on voit que ce film vient trop heurter nos convictions, il faut arrêter. Et puis, voilà, aussi. Voilà. Complètement. Je pense, je suis convaincu on est tous en chemin, et puis que l'idée aussi de la foi chrétienne, pour moi en tout cas, c'est un chemin vers une maturité spirituelle. Et puis je pense que je prendrais aussi ça en compte quand même. Tout à fait. Qu'en fonction de là où on en est, mais pareil pour la musique en fait, c'est vraiment intéressant, parce que là, au niveau de l'âge de mes enfants, je suis peut-être plus sensible à la question de la musique qu'au film, parce qu'ils sont encore trop jeunes, les grandes sont encore trop jeunes pour vraiment regarder des longs films et puis comprendre tout ça. Mais je me dis, en fait, dans la musique, il y a certaines musiques, ça ne me dérange pas dans l'absolu qu'elles l'écoutent. Mais aujourd'hui, le message qui est véhiculé, les mots qui sont utilisés, peut-être elles n'arrivent pas à prendre la distance nécessaire. Puis elles sont encore trop comme une éponge. On dit les enfants sont des éponges, puis elles vont prendre ça, puis elles vont penser que c'est la norme, puis c'est la référence parce que c'est la musique. Et j'ai pas envie de ça maintenant. Donc il y a certaines choses, je leur dis, écoutez, on va peut-être pas écouter ça, on va pas continuer. On leur a dit des fois, mais cette musique, il aime bien. Puis là, en fait, moi, j'aime pas comment il parle dans cette chanson. Donc on va pas écouter ça maintenant, mais ça veut pas dire que dans l'absolu, personne doit écouter cette musique jamais. Et je pense que c'est intéressant de se poser ça dans notre marche à nous. Je pense sur certains films d'horreur, c'est intéressant. La dernière saga, là, je sais plus comment elle s'appelle, où il y a eu Annabelle et puis tous ces trucs-là. C'est des frères qui l'ont fait. Alors c'est hyper mainstream et compagnie. C'est deux frères qui les ont fait. En fait, c'est des chrétiens. Oui, c'est vrai, j'avais lu un article là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ils suivent un couple de médiums exorcistes ou quoi. Qui aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus que la femme qui est là, et puis qui a un peu un musée, qui raconte un peu ces grandes histoires, puis ils prennent certains des récits de ce couple-là pour en faire des films. Donc c'est les gros blockbusters d'horreur américains de ces dernières années, c'est eux qui sont là. Mais en fait, c'est des chrétiens, les gars. Et pour eux, en fait, ils trouvaient intéressant parce qu'ils disaient, dans les films d'horreur, c'est là aussi où le message de la lumière qui bat toujours les ténèbres à la fin, c'est la notion de la famille, en fait. C'est là où on voit des familles qui se tiennent les coudes ensemble, malgré tout ce qui leur arrive, pour aller au travers, puis qui croient dans leurs liens familiaux jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il y a jamais d'histoire de tromperie, il n'y a jamais d'histoire de divorce là-dedans. Enfin, et en fait, c'était intéressant. J'écoutais un de leurs interviews, justement. Moi, j'aime pas ce type de films-là, donc je les regarde pas. Mais je trouvais vraiment intéressant aussi de se dire,
Et pour eux, c'était une manière, c'était un outil, c'était un genre qui pouvait être utilisé pour transmettre certaines de leurs valeurs. Puis ils disaient, peut-être plus que n'importe qui, les chrétiens croient au monde spirituel. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on serait dérangé de faire des films là-dedans? Et c'était assez challengeant en tout cas comme réflexion pour moi. Mais je trouve intéressant ce que vous dites. C'est ouf, hyper bien. Dans quel mood on est, qu'est-ce que le film raconte, où j'en suis aussi dans mon parcours, est-ce que c'est un film qui va, comme tu disais, c'est quoi les fruits? Je pense que c'est des bonnes questions pour aborder certains films. À fond. En tout cas, moi je suis hyper content qu'on ait eu cette conversation. Yeah. Et on a pu parler de recommandations de films, de qu'est-ce que ça dit sur notre société, de comment on se positionne aussi par rapport à ça, puis un petit peu la culture chrétienne là autour. Je crois que c'était assez intéressant, assez complet. En tout cas, si vous écoutez, si vous avez suivi l'épisode jusqu'à maintenant, merci, ça fait plaisir. Et puis, je sais pas, regardez si vous le sentez, nos recommandations de films aussi au début. Et puis, à bientôt. Moi, j'ai une dernière question. Ouais, vas-y. Actuellement, c'est quoi votre série Guilty Pleasure? Guilty Pleasure. C'est quoi la série que vous allez regarder juste te détendre, te marrer, machin? New Girl, tu vois. Ok, vous êtes encore dedans, vous avez pas terminé. Moi, je l'ai déjà dit. On l'a terminé. Non, mais Guilty Pleasure. Après, pour me détendre, moi, je regarde Friends, Big Bang Theory, ou Big Bang Theory, c'est super. New Girl, après, je sais pas. Dans les séries, on va dire que c'est plus New Girl. Ouais, c'est sûr que c'est mieux d'une série qu'un film. Ça fait du bien de bien rire devant un film, une série. Okay. Toi, tu pensais à quelque chose? Moi, j'en ai deux. C'est un sans faute parce que déjà c'est des 20 minutes, donc c'est des courtes. Et ça, j'aime trop, de pouvoir juste regarder un 20 minutes et puis ça me détend, ça me fait marrer, voilà. Et la première, alors je revisite, c'est mon enfance, mais Le Prince de Bel-Air. Ok. Je trouve hyper marrant, puis en même temps, aujourd'hui, ils sont en train de parler de faire une adaptation parce que la question de fond vient sur les questions de violence, la question des blacks aussi, dans un contexte différent. Alors, c'est pas du tout mis en avant dans le premier, mais aujourd'hui, ils réfléchissent à en faire une adaptation. Mais j'aime trop, c'est mon enfance, c'est des blagues, c'est facile, c'est simple. Et puis, la deuxième, c'est The Office. Ok. Ah oui. The Office. Je trouve que c'est tellement bizarre, c'est tellement particulier en termes de série, en termes de code. Tu sais que si tu dis rien à quelqu'un, puis tu lui dis regarde et tu mets le premier épisode, au début c'est assez déboussolant en fait. Tu comprends pas trop, mais est-ce que j'ai le droit de rire? C'est bizarre, ça semble être mal fait. C'est quoi l'histoire ou quoi? Puis en même temps, je trouve vraiment marrant. Et puis, ça c'est mes deux. Donc voilà. Trop stylé. Yeah. Trop stylé. Trop bien. Merci pour le partage. Et puis, du coup, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur un autre sujet. En tout cas, merci Manon d'avoir été avec nous. Merci. Trop bien, Manon, merci. C'est un grand plaisir de discuter avec vous. Ouais. Et puis, à bientôt. Ciao. Hello, encore un dernier petit message. En fait, à la fin de l'enregistrement de cet épisode qu'on a enregistré avec Manon, on s'était dit « Ah mince, on a oublié de parler de The Chosen ». Et en fait, The Chosen, c'est une série sur la vie de Jésus qui est produite, réalisée, autoproduite en fait, par une bande de gens assez incroyables. Ça a déjà commencé il y a quelques années et puis ça fonctionne un petit peu selon le principe du crowdfunding. Donc en gros, les personnes qui ont envie de participer financièrement à la série donnent de l'argent. Donc c'est une série autoproduite, il n'y a pas de gros investisseurs derrière. Et en fait surtout, c'est une série qui est extrêmement bien faite avec des personnages qui ont une profondeur excellente. L'acteur qui joue Jésus est juste hyper bon aussi. Et puis c'est aussi beaucoup travaillé au niveau du contexte, donc autant historique, économique que politique. Tout est hyper travaillé, les décors, les déguisements des personnages, c'est vraiment extrêmement bien fait. Du coup, on s'est dit, faut encore qu'on en parle dans cet épisode. C'est un épisode où on parle de cinéma. Donc on vous recommande vraiment. La boîte de production, c'est Angel Prod. On va mettre le lien de toute manière dans la description de cet épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis à bientôt. Ciao.